Bonjour. Nous voulions avec Romain vous faire une présentation qui fasse une transition entre ce matinée qui était consacrée à la professionnalisation des étudiants et cet après-midi qui va vous permettre d'aborder des problématiques et des retours d'expérience et des projets de recherche et du coup qui se cadrent avec un environnement professionnel. Donc l'idée était de faire cette transition puisque Romain a été en stage au C2RMF et du coup l'idée était de revenir avec vous sur ce sujet de stage. Donc, mais avant, il était nécessaire en introduction de rappeler ce que c'est que le C2RMF très rapidement. Donc il s'agit d'un service à compétence nationale du ministère de la Culture qui œuvre pour 1220 musées de France, donc en métropole aussi bien qu'en Outre-mer. Et au sein du C2RMF, il y a donc plusieurs départements, et notamment le département qu'on représente, c'est le département de la conservation préventive, surnommé donc DCP pour aller plus vite. Et ce département de la conservation préventive, DCP, se compose de deux cellules. Une cellule régie des œuvres qui compte 7 agents et une cellule conseil en conservation préventive qui compte 6 agents. Donc, pour cette cellule conseil en conservation préventive du département de la conservation préventive, donc on a plusieurs missions, à savoir contribuer au contrôle scientifique et technique de l'État, participer à des programmes d'études sur les matériaux et leur environnement, également être amené à produire, en tout cas à rédiger des documents qui peuvent être mis en ligne. Également, on peut être amené à coordonner ou à intervenir lors de formations et surtout être amené à conseiller et à accompagner les musées en cas de problèmes spécifiques, lorsqu'ils nous alertent et en cas de besoin. Et justement, c'était dans le cadre de ces missions-là de conseil et d'assistance auprès des musées de France que souvent, lorsqu'on doit aller sur le terrain, ce sont des missions terrain, et lorsqu'on va sur le terrain, il faut qu'en amont, on puisse préparer notre mission et qu'on puisse mieux apprécier et appréhender en fait les conditions de conservation. C'est pour ça que nos prédécesseurs du DCP, en 2014, ont créé un questionnaire, un formulaire qui s'appelle questionnaire d'auto-évaluation. Et ce formulaire, donc réalisé dès 2014, permet justement au musée de remplir à travers plusieurs questions, de façon à ce que nous, derrière, au DCP, on puisse consulter, nous préparer au mieux pour la mission par rapport à la situation qu'on est amené à rencontrer. Donc là, je vais justement revenir avec vous sur le principe du QAE, donc ce fameux questionnaire d'auto-évaluation, donc le surnommé QAE pour aller plus vite. Donc cet outil d'autodiagnostic, pour y avoir accès, le musée se connecte sur OSCAR, qui est la plateforme du C2RMF. Et sur OSCAR, il va pouvoir donc intégrer le questionnaire d'auto-évaluation. Il va pouvoir se connecter et remplir sur Internet ce fameux questionnaire d'auto-évaluation. Et une fois que ce QAE a été complété, derrière, nous, agents du DCP, on va pouvoir prendre en connaissance l'état des lieux de ce musée et du coup mieux cibler les problématiques sur lesquelles on va être amené à travailler. Donc ce QAE se compose en 7 thématiques. Comme l'avait abordé ce matin Anaïs. Donc, parmi ces 7 thématiques, on peut voir contrôle de l'environnement, mise en réserve, mise en exposition, sécurité. Et au sein de ces 7 thématiques, il y a également une division en indicateurs. Par exemple, si on prend contrôle de l'environnement, les indicateurs, il y en aura 5 qui seront climat, infiltration, nuisibles, polluants et lumière. Cumulé, il y a entre 104 et 115 questions au sein de ce QAE, de ce fameux formulaire. Et la plupart de ces questions, même l'essentiel, sont des questions binaires fermées en oui-non, donc très simples et très rapides à remplir. Toutefois, c'est que une fois que le musée a rempli, certes, nous, agents du DCP, on a une meilleure vision de la mission auquel on va se confronter. Par contre, en retour, le musée, on considère qu'il a au final un récapitulatif de leurs propres réponses, de leurs 104 questions. Et une des plus-values, en tout cas, est d'avoir ce système de cases colorées. Donc oui, pour oui en bleu, pour des points positifs, non en rouge pour des points négatifs, et ça se limitait à ça, ce qui est déjà satisfaisant, mais du coup, les musées ont investi beaucoup de temps à remplir, et on se disait qu'en retour, il y avait quand même une faible compensation par rapport au temps investi pour répondre à ce questionnaire. D'où une idée qui a germé en 2019, qui était celle de développer
en interne, de façon à pouvoir avoir la main sur un outil. Donc développer un outil en interne qui permette de traiter les fameuses réponses, les fameuses 104 ou 115 questions, et d'aller au-delà. Et c'est ça, pour aller au-delà, c'est de trouver un système pour valoriser de façon automatique ces 104 questions, à travers 2 axes de réflexion, une automatisation de la hiérarchisation des risques et une automatisation des actions d'amélioration qui allaient être générées automatiquement. Donc, pour faire cela, on a développé un outil, donc un simple Excel. Donc l'Excel, on va exporter le QAE, donc les questions, les 104 réponses apportées par le musée. On les injecte dans cet Excel qu'on a conçu, donc l'Excel QAE. Et une fois qu'on a injecté les données dans cet Excel, eh bien, il y aura un diagnostic et des préconisations qui seront automatisées, à savoir des statistiques et des graphiques qui vont se formaliser automatiquement et qui vont nous permettre de mieux identifier les points forts et les points faibles de la politique de conservation. Et au final, un tableau bilan qui va nous prioriser les actions qui vont devoir être entreprises. Donc, par exemple, voici le premier élément qui nous permet d'avoir une vue synthétique récapitulative de la satisfaction, donc un radar. Et plus le radar sera couvert de cette plage colorée, plus la satisfaction sera optimale. Donc là, ce qui nous permet de voir à travers les 7 thématiques, les thématiques qui sont encore à perfectionner, où il y aura encore des points d'amélioration à apporter. Donc après cette vue en radar global, on a aussi une vision détaillée thématique par thématique, donc pour les 7 thématiques, et voilà automatiquement comment ça peut se générer. Donc par exemple, on a 7 histogrammes qui se génèrent donc automatiquement, et plus les colonnes sont remplies, plus effectivement le point et la thématique, en tout cas l'indicateur, est satisfaisant. Par exemple, ici, l'indicateur lumière est très satisfaisant par rapport à climat ou polluant, et il n'existe aucune action qui a été entreprise pour un nuisible ou infiltration d'eau. Si bien que automatiquement va se générer des pistes d'action à mener. Et comme vous pouvez le voir, lumière étant très positive, plusieurs actions ont déjà été entreprises, ce qui fait que les actions conseillées sont beaucoup moins importantes, moins nombreuses que les actions conseillées pour les autres indicateurs, comme climat, où là on a toute une liste d'actions qu'on est amené à conseiller automatiquement. Et après cela, un tableau bilan qui va nous permettre justement de récapituler tous ces indicateurs. Donc là, vous avez ici un exemple. Donc là, les indicateurs qui s'expriment en pourcentage. Vous avez donc les différents pourcentages par indicateur. Et on y a ajouté une 3e colonne, parce qu'une fois qu'on a vu ces indicateurs de satisfaction, on peut justement automatiser la priorisation, donc la hiérarchisation, à travers un code couleur. Donc plus c'est rouge, plus il va falloir justement agir rapidement sur certains de ces indicateurs. Effectivement, là, vous voyez 0% et 0% pour nuisible ou pour infiltration d'eau. Autrement dit, ce sont les points prioritaires. Et plus le nuancier va vers le vert, moins ça sera prioritaire. Donc par rapport à 2 indicateurs qui ont le même niveau, comme 0% et 0%, il fallait trouver un système pour pouvoir les différencier, d'où une application d'un coefficient de pondération auquel on a ajouté et qu'on applique à ce pourcentage-là. Et on a décrété, alors de façon un peu arbitraire certes, mais des coefficients de pondération à 4 niveaux. Le premier niveau, donc le plus urgent, en fait, aller au-delà de la matérialité des œuvres. On a considéré que le plus urgent, c'est dès lors où l'humain lui-même est en danger. Donc des problématiques liées à la sécurité incendie, par exemple. Certes, les œuvres peuvent brûler, mais l'humain aussi. Donc du coup, dès qu'il y avait ces problématiques de sécurité incendie, très clairement, le coefficient était majoré pour ces problématiques-là. Deuxième niveau, concerne la matérialité des collections. Donc vraiment, là, on est vraiment sur le système objet. Troisième niveau de priorité, entre guillemets secondaire, concerne les protocoles de gestion qui devront être soit inexistants ou soit améliorés. Et le troisième niveau, et le dernier niveau, considéré comme moins prioritaire pour les coefficients, concerne la valorisation des objets. Ce qui est bien qu'in fine, il y a un document un rapport de 40 pages est édité, mais ces 40 pages sont séquencées en 3 chapitres. Un premier chapitre qui va intéresser certes le musée qui a rempli, puisque ce premier chapitre est vraiment l'étude individuelle du musée, dans lequel on retrouve donc la fameuse priorisation, les interventions à programmer, et ce qui va pouvoir l'aider à dresser son schéma directeur, autrement dit, pouvoir lui donner des orientations pour la rédaction de son PSC ou de son plan de conservation préventive. En sachant bien évidemment que ce ne se substitue pas à une étude menée par un préventeur. Là, il s'agit de quelque chose d'automatisé. Donc il faut quand même avoir le recul et un regard critique sur cette partie, sur l'ensemble des parties. Deuxième chapitre,
Le deuxième chapitre, lui, va intéresser la DRAC, le conseiller musée, parce que ce chapitre-là va comparer tous les musées d'une région qui ont rempli ce QAE. Si bien que le conseiller musée pour la DRAC va pouvoir connaître la politique de conservation préventive sur son territoire et donc déterminer les besoins des musées. Et le troisième chapitre, c'est l'étude comparative, et cette fois de tous les musées sur le territoire national qui auraient rempli le QAE, et du coup qui vont permettre de confronter les différentes politiques conservatoires de ces différents musées, si bien que s'agit là de ce troisième chapitre qui va intéresser surtout les services de l'État, donc c'est le RMS, Service des musées de France, puisque ça va nous donner aussi une idée des risques émergents, également de l'évolution des stratégies conservatoires. À côté, il faut quand même avoir donc, des précautions de lecture, puisqu'en fait, les limites du questionnaire font qu'il manque de nuances, puisque comme il s'agissait de questions surtout en oui-non, donc très fermées, donc il n'y avait pas la possibilité d'apporter des nuances. Et aussi, il y avait un certain déséquilibre du nombre d'indicateurs, puisque, par exemple, pour un SEC, il n'y avait que 2 indicateurs par rapport à un climat où il y en avait 7 ou 8. Donc, ce déséquilibre des indicateurs fausse forcément les pourcentages de satisfaction. De la même façon aussi, il y a un regard critique sur les pratiques qui là dépendent de la personne qui va instruire ce QAE, donc la personne au sein du musée, est-ce qu'il a un bon regard sur ses propres pratiques. Et derrière l'application, comme l'avait dit tout à l'heure Frédéric, il faut trop de pages ou trop d'informations, tue l'information, au risque de noyer l'information. Donc en fait, l'idée là, c'est de transformer les 40 pages, l'idée c'est donc de les amoindrir. D'où notre souhait d'améliorer le QAE, pour faire des rapports plus pertinents, qui coïncident avec une demande de stage de Romain. Du coup, c'était l'opportunité pour un étudiant de se familiariser avec la démarche analytique. Alors donc, du coup, je vais vous présenter mon stage qui a eu lieu au département de la conservation préventive au C2RMF. Son objectif était d'élaborer un nouveau questionnaire d'auto-évaluation pouvant être développé au niveau national pour que chaque musée y ait accès et qu'il puisse évaluer sa propre pratique de la conservation préventive. C'est un stage qui a duré 3 mois, qui s'est déroulé en 2 phases. La première phase, c'était une phase d'étude des outils d'évaluation existants pour construire un nouveau QAE, et dont une enquête en particulier, on va y revenir juste après. La seconde phase, c'était une phase de formalisation du nouveau questionnaire, donc un tri des questions, pour retenir les interrogations les plus pertinentes. Pour commencer, on a donc consulté les ressources généralistes faisant référence dans le domaine. C'est des ressources que vous connaissez tous, comme RIORG de l'ICROM et de l'ICC, la conservation des objets mobiliers dans les églises de Geneviève Rager, les fiches techniques du C2RMF, évidemment, les outils d'évaluation des services des archives. L'idée, c'était de compiler ces méthodes d'évaluation afin de créer un outil le plus complet possible. Ma base de travail, ça a été cette enquête qui a été menée par le C2RMF en Haute-Normandie en 2005. Il s'agissait d'une enquête pilote à l'échelle d'une région, prenant compte de tous les musées de France d'un territoire. Pourquoi la Haute-Normandie? Bien parce qu'à l'époque, elle constitue un ensemble représentatif de tous les musées de France. On a des musées nationaux, enfin un musée national, des musées municipaux, départementaux, 3 muséums, un musée associatif, un musée, une quarantaine de musées en tout. L'objectif est de développer un FRAR, un fonds régional d'acquisition et de restauration. Donc le but, c'est de définir des problématiques et des besoins prioritaires pour un ensemble de musées sur ce même territoire. À l'époque, on retient, à l'issue de cette enquête, qu'il faut une mise à niveau des conditions de conservation dans les réserves et aussi un plan de formation du personnel. Donc on va mutualiser, on va débloquer ce FRAR pour mutualiser les ressources à l'échelle d'un département ou d'une région. Les modalités de l'enquête, c'est un constat à un instant T, un état des lieux sommaire et indicatif, quantifiant et qualifiant les points forts et les points faibles de l'établissement. Cette enquête a pour vocation de comparer ces indicateurs pour définir les difficultés communes de cet ensemble de musées. Elle est copilotée, elle est menée par 2 agents du C2RMF à l'époque, qui sont Étienne Féot et Roland May. Et aussi, il y a 2 enquêteurs qui sont missionnés, 2 enquêteurs indépendants, qui sont Claire Bergeau et Florence Bertin.
L'enquête est aussi copilotée par la DRAC de Haute-Normandie, représentée à l'époque par Sylvie Leray-Burimi. C'est une enquête qui est effectuée à travers un questionnaire qui aborde différents thèmes. On retrouve les caractéristiques du musée, les conditions de conservation en réserve et en exposition, l'implantation et les risques liés à la géographie, la gestion des locaux et son entretien, la formation du personnel, ou encore les projets et les budgets. À l'issue de l'enquête, la revue Techné va publier en 2006 un article collaboratif sur les conditions de conservation globales pour le territoire. Nous, avec Jocelyn, grâce aux archives du département de la conservation préventive, on a retrouvé les questionnaires complétés, mais aussi les échanges entre les enquêteurs qui ont permis la rédaction de l'article de la revue Techné, et puis aussi de comprendre quelles étaient les difficultés sur le terrain, tout autant que pourquoi certaines questions avaient été valorisées et pas d'autres. Et ces éléments-là, ils nous ont permis une réflexion pour une meilleure formulation des réponses. La deuxième phase de ce travail, ça a été donc la formalisation du nouveau questionnaire, qui est une investigation progressive. On part d'abord de l'environnement des collections, car chaque thème interroge les collections d'une façon assez globale, puis arrive à une gestion fine, de plus en plus proche de l'objet, jusqu'à leur état, et ensuite se tourner vers l'avenir avec la programmation et les projets. On a 4 rubriques, donc l'implantation et gestion des locaux, le climat, la lumière, la poussière et les polluants. Les 4 rubriques, c'est plutôt l'environnement et les bâtiments, la gestion et l'organisation des collections, l'état des collections, la programmation et les projets. Et puis sous chaque rubrique, on va avoir différents thèmes. Donc c'est là qu'on retrouve le climat, la lumière, les poussières, les polluants gazeux, les infestations, la sûreté, etc. Et ensuite, sous chaque thème, on va avoir le déroulé des questions. Alors, pour poursuivre, donc, avec les différentes ressources consultées et l'enquête de 2005 qui donnait beaucoup de place aux commentaires libres, eh bien, on a accumulé à peu près 500 interrogations. Donc là, avec Jocelyn, on s'est dit qu'il fallait absolument réduire ce nombre de questions pour pas que le questionnaire soit trop chronophage ni fastidieux dans son renseignement. Donc, on est passé de 104 questions du QAE actuel à 125 questions, mais avec des réponses à choix multiples. Donc, on a fusionné beaucoup de questions et on a augmenté les choix de réponses. La formulation du nouveau QAE devait être plus explicite et sans ambiguïté pour favoriser l'autonomie de l'établissement dans le renseignement. Il doit permettre à une personne qui n'est pas forcément initiée à la conservation préventive de pouvoir le remplir sans trop se poser de questions. On peut dire même que le fait de remplir ce questionnaire amène une certaine sensibilisation parce qu'il peut amener le personnel à réfléchir à des questions sur lesquelles l'établissement n'a peut-être pas eu encore l'occasion d'établir une réflexion. Le QAE initial, comme le disait Jocelyn, n'avait que des réponses en oui-non. Le nouveau QAE, lui, a que des questions fermées également, mais avec des réponses à choix multiples. Les menus déroulants guident l'établissement dans son choix de réponse en lui donnant la possibilité de se retrouver dans un maximum de choix de réponse. Les réponses correspondent à un indice chiffré qui permet de comptabiliser les points forts et les points faibles de l'établissement et elle permet d'évaluer les actions qui sont déjà mises en œuvre au sein du musée. Ces réponses sont ensuite pondérées en fonction de l'importance du thème abordé. Ici, pour exemple, on va avoir des questions avec 4 critères de réponse, mais aussi on va avoir 4 critères avec une possibilité de graduer, avec un pourcentage, les réponses. Donc, quel est l'état sanitaire de l'ensemble de vos collections? Eh bien, on peut dire que, par exemple, il y en a 80% qui ne sont pas préoccupants, mais qu'il y en a 10 ou 20% qui sont préoccupantes ou très préoccupantes, qui nécessitent des actions urgentes. Pour conclure, on peut annoncer que l'apparition du nouveau QAE aura lieu durant l'année qui vient, en 2023.
mais aussi que Madame Véronique Notin, notre conseillère musée de la DRAC Normandie, a fait savoir au département de la conservation préventive qu'elle souhaitait renouveler l'enquête de 2005 afin de mesurer l'évolution, que le nouveau QAE allait être éprouvé à l'occasion de cette nouvelle enquête. Dans un premier temps, les musées d'études seront les musées interrogés en 2005 et qui pourront le renseigner en autonomie. Dans un deuxième temps, les résultats obtenus sont confrontés à une évaluation sur place par des professionnels de la conservation préventive afin d'assurer le bon fonctionnement de l'outil. Le résultat de cet exercice permettra de l'ajuster et, si besoin, de le revoir afin de pouvoir le déployer ensuite à l'échelle nationale. Pour ma part, le suivi de ce stage auprès de Jocelyn et la réflexion collective qu'on a pu avoir tous les deux a fait, je pense, largement augmenter ma capacité à interroger une situation de conservation, à comprendre quelles questions il fallait poser, quels critères me permettaient d'améliorer la situation. Et puis, un stage au C2RMF, c'est aussi la possibilité de voir un peu les problématiques de tous les types de musées. Et c'est en ça que c'est très enrichissant. Voilà, je vais m'arrêter là. Bonjour, moi je suis... Ah, vous l'avez pas, mais... Voilà. Bonjour, moi je suis Valérie Chanu. Je travaille à la bibliothèque du C2RMF. Et alors, vous voulez peut-être que je parle dans le micro, ce sera peut-être plus simple. Bon. Alors bonjour, moi je suis Valérie Chanu-Humbert. Je travaille à la... Ah, je ne sais pas, est-ce que la personne est partie là? Ah, c'est... Ouais. Non, mais il n'y a pas de problème. Alors, donc moi je travaille à la bibliothèque du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Et je voulais remercier, bon, bah, du coup Jocelyn est parti, mais je voulais remercier Jocelyn et Juliette n'est pas revenue, pour leur avoir, les remercier d'avoir justement permis de participer aujourd'hui à cette journée d'études. Investiguer sur la conservation préventive, l'idée c'était effectivement de vous présenter un petit peu tout le travail que l'on mène à la bibliothèque du centre de recherche, et puis en fait vous expliquer un petit peu qu'une bibliographie, puisque laquelle bibliographie vous avez dû déjà même la consulter puisqu'elle est dans le dossier documentaire, eh bien elle correspond en amont à un travail de recherche à plusieurs niveaux, puisque c'est plusieurs strates. Donc recherche, là je vais le détailler, dans les fonds physiques du centre de la bibliothèque du centre de recherche. Aussi des interrogations dans un catalogue mutualisé qui est le catalogue des bibliothèques des musées nationaux. Et puis c'est toujours ce système de cercle concentrique qu'on élargit notre recherche à d'autres bases de données. Et puis, pour finir par interroger des réseaux, des professionnels de l'information comme nous, pour être en quête d'informations sur les données qu'on peut collecter pour constituer une bibliographie. Alors, consulter la bibliothèque du C2RMF, alors c'est une bibliothèque qui est juste à côté de l'auditorium. C'est une bibliothèque d'études et de recherche avec 14 500 références, des fonds spéciaux qui correspondent bien évidemment aux compétences du centre de recherche, donc restauration, conservation préventive, alors justement je vais revenir dessus après, et puis tout ce qui concerne l'analyse, l'analyse, les outils d'analyse, et puis bien évidemment toute l'étude et les recherches menées sur les matériaux qui constituent les œuvres d'art. Alors pourquoi je reviens sur la conservation préventive? Eh bien,
en faisant une première recherche dans nos fonds. D'ailleurs, j'ai oublié de remercier Pascal Gillet qui est avec moi et puis Lucie Tanguy aussi qui sont bibliothécaires avec moi et qui ont travaillé et contribué à la réalisation de cette bibliographie. Eh bien, en travaillant donc du coup sur ce plan de classement, parce que l'idée de consulter les fonds du centre de recherche, c'est d'abord de consulter les fonds physiques, on s'est aperçu qu'on avait non seulement peu d'ouvrages sur la conservation préventive, mais qu'ils étaient classés dans un petit coin, c'est-à-dire en généralité. Donc on s'est dit, c'était l'occasion de pouvoir faire ressortir tout ça. Et pourquoi c'était placé dans un petit coin? Tout simplement parce que le département de la conservation préventive a pris son essor en l'espace de peu d'années, et la bibliothèque, derrière, n'a pas suivi l'essor de ce département. Donc voilà, on va remédier à ça, c'est-à-dire que du coup on va redonner des lettres de noblesse à la conservation préventive dans les fonds de notre bibliothèque. Et puis la bibliographie, c'est aussi une façon à un moment de faire un état de l'art, ça je vous le redirai, ce qui permet de se rendre compte aussi de ce qu'on a, ce qui nous manque et ce qu'il faut réactualiser. Donc des fonds physiques dans cette bibliothèque, des collections qui comprennent des monographies, mais aussi des catalogues d'exposition, de vente de musées, des titres de périodiques, donc on a 45 titres de périodiques vivants, dont Studies in Conservation par exemple, mais aussi des titres de périodiques morts. On a un poste de consultation en ligne qui permet de consulter et les bases de données et les périodiques en ligne. Des mémoires et des thèses, dont 234 qui concernent la conservation préventive. Des fonds d'archives privés et publics, sachant que les fonds publics sont consultables aux AN de Pierrefitte. Et puis des dossiers d'œuvres, bien évidemment, qui documentent, qui rendent compte de l'état d'avancement de la restauration, de l'étude, de l'analyse des œuvres qui sont passées au C2RMF. Et puis Eros, la base de données qui recense 435 000 images et une centaine de notices de documents. Donc venir à la bibliothèque pour consulter ces fonds, donc c'est prendre rendez-vous en salle de lecture et surtout préciser l'objet de vos recherches. Pourquoi est-ce important? C'est-à-dire que en fait, on a beaucoup de choses dans notre catalogue collectif. On a beaucoup de choses. Alors ça, je reviendrai dessus. Ce qui est important, c'est que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a une bibliothèque à Versailles pour laquelle qui va fermer, et donc on rapatrie toutes les semaines des fonds, nos fonds physiques. Donc c'est en transfert. Et par conséquent, quand vous êtes intéressé sur une thématique, c'est bon de le savoir parce que, en général, dans ces cas-là, on vous répond en vous disant venez tout de suite ou attendez quelques jours en disant qu'on récupère ce qui peut potentiellement vous intéresser. Deuxième cercle concentrique qui est important pour nous et qui donne tout notre sens au travail de bibliothécaire, c'est notre catalogue mutualisé. Depuis 2016, le C2RMF est responsable du réseau des bibliothèques des musées nationaux et le catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux est ce fameux catalogue dans lequel le réseau des bibliothèques verse ses données. Donc c'est un catalogue qui est assez conséquent puisqu'il y a à peu près plus de 600 000 notices et il est alimenté par 32 bibliothèques de 27 musées nationaux. Donc ça veut dire que les problématiques de musées que vous pouvez retrouver ces problématiques de musée dans le catalogue collectif. Là encore, en matière de conservation préventive, on a recensé 600 notices qui sont, je sais c'est bien peu, qui sont en rapport avec cette discipline-là. Alors là encore, c'est intéressant parce que ça montre finalement l'évolution de cette discipline et la façon dont elle était traitée, elle est traitée dans les musées. Donc voilà, donc ça c'est encore une fois, il faut avoir en tête que le catalogue il est évolutif. Donc ce qu'il y avait hier, eh bien, ça change, ça évolue, puisque c'est le travail des bibliothécaires qui travaillent avec les conservateurs et les régisseurs et l'ensemble des agents des musées, bien évidemment. Le réseau des bibliothèques des musées, donc c'est très rapidement 32 bibliothèques qui sont dans des sites qui sont tous remarquables. Alors en Ile-de-France, effectivement, on en concentre beaucoup, qui sont donc c'est des bibliothèques qui sont dans des palais comme le Louvre, Fontainebleau, Versailles, etc. Aussi des ateliers d'artistes comme Delacroix, par exemple. Mais on a aussi des bibliothèques, notamment en Bourgogne, enfin à Dijon, la bibliothèque du Musée Manien, donc dans un hôtel particulier. Mais aussi, on a le musée national Maison Bonaparte, donc dans une maison d'illustres, et également une série de musées en Nouvelle-Aquitaine.
et dans le sud de la France. Donc ça, je vous les liste pas tous, mais en fait, il y en a 32. Les autres outils de recherche qui permettent de favoriser l'accès à la connaissance et à l'accès à nos collections, à l'accès donc à nos données, c'est le prêt entre bibliothèques. Donc ça s'appelle un PEB et on a mis en place un dispositif de prêt entre bibliothèques du réseau. Donc je m'explique un petit peu. En d'autres termes, vous habitez Dijon. Vous savez que la bibliothèque Magnien est une bibliothèque du réseau. Vous êtes intéressé par un ouvrage qu'on trouve au C2RMF, par exemple. Il n'est pas nécessaire d'aller au C2RMF pour le consulter. Vous pouvez demander à la bibliothécaire de Dijon de vous faire rapatrier l'ouvrage à la bibliothèque de Dijon. Donc ça, c'est important de le savoir. Ça demande effectivement un petit peu de rigueur de votre part parce que pendant ce temps-là, c'est un prêt qui dure en général 5 semaines. Et à partir du moment où la bibliothécaire de Dijon, par exemple, vous confirme qu'elle a récupéré l'ouvrage, effectivement, il faut venir le consulter tout de suite puisqu'il partira 5 semaines après. Ce dispositif, on l'a mis en place aussi avec la bibliothèque de l'INHA. Donc la même chose, vous habitez encore une fois à Dijon, vous êtes intéressé par un ouvrage que vous avez repéré dans la bibliothèque de l'INHA. Pas nécessaire de monter à la bibliothèque de l'INHA sur Paris. Vous pouvez passer par une des bibliothèques du réseau pour récupérer l'ouvrage. Alors ça concerne les ouvrages, mais aussi les articles de périodiques. Donc ça, c'est intéressant de savoir aussi parce que tout n'est pas numérisé. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Et la bibliothèque de l'INHA, bien évidemment, conserve une collection absolument phénoménale. Le réseau des bibliothèques des musées, on fait aussi partie du réseau des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art qui est piloté par l'INHA. Là encore, c'est, j'ai oublié de le mettre, à peu près 150 bibliothèques qui sont affiliées à ce réseau. Donc on est un réseau dans un autre réseau. Donc là, une fois de plus, on élargit nos possibilités de recherche de données. Donc, encore une fois, si on n'a pas tout dans le catalogue collectif et si on n'a pas tout dans nos bibliothèques de musées, dans le fameux réseau des bibliothèques des musées, eh bien, on peut élargir l'accès à nos recherches dans d'autres réseaux dans lesquels on est affilié. Et puis, d'autres projets que l'on a en tête, parce que vous avez bien compris qu'en fait, bien, ces accès à ces données, bien, ça passe par des outils que l'on structure. Et on a une réflexion sur un plan de conservation partagée des périodiques, parce que là encore, tous les périodiques ne sont pas forcément signalés dans toutes les bases de données. Et l'idée de ce plan de conservation des périodiques, c'est aussi une façon pour vous, comme pour nous, de pouvoir, en tout cas une façon pour nous, de vous permettre de vous aider à trouver comment dirais-je, les références qui vous intéressent. Donc c'est une façon d'élargir encore une fois notre offre documentaire. Et puis là, je lance un peu une bouteille à la mer, mais on a une réflexion sur un corpus de mémoire que l'on a. Et on a une réflexion sur les modalités de conservation. Aujourd'hui, on a une conservation physique de ces mémoires avec une faiblesse de communicabilité, une faiblesse de communication parce que on n'a pas forcément l'autorisation de communication de ces mémoires parce que on ne retrouve plus les auteurs, par exemple. Donc là, il y a tout un travail on aimerait mettre en place, au moins de recherche des auteurs, et puis à l'issue de ça, pouvoir peut-être numériser ces mémoires pour vous permettre un accès plus simple, comme notamment l'INP le fait. Donc voilà, donc du coup, fort de tout ça, on a structuré une bibliographie avec le DCP. Cette thématique, vous la retrouvez dans la bibliographie qui est dans le dossier documentaire. Donc, on a de toutes ces données, on a essayé de structurer, en tout cas de proposer une ouverture qui puisse vous permettre de retrouver, j'espère, vos références assez facilement. Donc, sans pour autant rentrer dans le détail, on est parti sur la notion de déontologie réglementation, l'évaluation des conditions de conservation, les recommandations pour les collections, des typologies de collections et la gestion des collections. Là encore, cette structuration, elle a été faite main dans la main avec le DCP parce que finalement, l'objectif de cette bibliographie, c'était de vous satisfaire et vous permettre de retrouver vos petits. Donc on a fait cette proposition-là. On aurait pu en faire d'autres, hein, mais bon, voilà, c'était ce qui nous semblait la plus parlante. Et puis, vous avez vu à l'entrée, là justement dans le couloir, on a proposé une petite table avec quelques références d'ouvrages. Voilà, c'était une façon pour nous de parler un petit peu vous présenter indirectement tout ce qu'on fait ici. Voilà, je vous remercie.
Je sais pas où il est. Je vais essayer de le trouver. C'est là. Oui. Ok. Comment est-ce qu'on fait? Ah, si c'est bon. Je vais essayer de l'agrandir. Voilà. Bonjour. Alors, en 10 minutes, j'ai la lourde tâche de vous présenter un petit peu le point sur ce qui a été publié ces dernières années, les 2 dernières, non seulement d'un point de vue réglementaire, un petit peu sur les outils de consultation, les normes et les fiches sur lesquelles on a travaillé avec le ministère de la Culture et les C2RMF, entre autres, mais pas uniquement. Donc, du coup, je vais jongler entre 2 documents pour faire ce lourd point. Alors, je ne vais pas m'attarder sur chacune des lignes, mais plutôt vous présenter ça de manière globale et peut-être pour une ou 2 choses d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors, du coup... alors, je vais commencer par le document. Voilà. Alors, il y a déjà eu un énorme travail fait par le C2RMF, là, pour résumer. Ah, mince, comment ça se fait? Alors, comment je fais pour annuler? Pourquoi j'arrive pas à enlever le... Ah, peut-être qu'il faut que je refasse échappe. Ça va être compliqué, là. Bon, bref, voilà. Excusez-moi, les petits problèmes techniques. Donc, dans une première partie, on a un petit peu ici devant vous les différents outils et liens sur lesquels on peut aller à travers le ministère de la Culture. Non seulement ça concerne l'actualité des différentes directions du ministère, les bibliothèques, les archives, les musées et les monuments historiques. Il y a aussi des portails pour avoir accès à un certain nombre d'informations et de documents, en plus de la réglementation et de circulaires éventuellement. Donc, pour revenir sur la documentation, avec ce lien, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de guides sur plein de grands domaines qu'on va revoir un petit peu plus bas, mais aussi sur les fiches qui sont édictées par le C2RMF ou par le SMF. Et aussi, maintenant, je crois, les normes du patrimoine. Un petit sujet sur lequel on va s'étendre tout à l'heure. Donc, je vais passer assez rapidement, sinon je n'aurai pas le temps de tout balayer. Vous les aurez là et je crois que vous aurez ça ensuite dans la documentation qui sera jointe. Donc, ah zut, vous avez ici sur oh, bah du coup, décidément, est-ce que avec la souris, ça va aller un petit peu mieux? Je suis désolée. Vous avez une autre partie sur, on va dire, le changement climatique avec au niveau circulaire et des lois qui, malheureusement, il va falloir prendre en compte dans tous nos projets, non seulement de construction et de rénovation, mais aussi pour l'exposition, pour nos pratiques aussi de restauration.
Donc, vous avez le PNACC. Donc, vous avez quelques lignes en dessous qui vous expliquent un petit peu la chose, mais ça peut aller assez loin et dans tous nos domaines. Et en plus, c'est un sujet extrêmement d'actualité avec les décrets, notamment sur la sobriété énergétique. Je pense que vous en avez tous entendu parler, qui fait beaucoup réfléchir et s'interroger, en tout cas pour les musées. Je pense que c'est pareil pour les monuments, les archives ou les bibliothèques, ne serait-ce qu'au niveau des plages climatiques de température et d'hygrométrie qu'il va falloir soit revoir, soit en tout cas, suivant l'établissement, il va falloir corriger un petit peu notre manière de considérer ces choses-là. Il y a la loi Elan, je crois, avec la RE 2020 qui a remplacé la fameuse RT 2012, qui est la réglementation thermique. Et donc la RE 2020 est encore plus contraignante, avec plein d'autres indicateurs dont il faut tenir compte. Alors même si stricto sensu ne sont pas forcément applicables pour nos bâtiments, il faut quand même s'en inspirer, prendre en considération la philosophie. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets de rénovation ou de construction qui soit la respectent vraiment pour la partie tertiaire, mais pour la partie réserve ou muséale, essayent de s'en approcher en tout cas. Donc c'est un changement de paradigme qui est en cours là, et c'est assez important. Alors, ensuite... donc là, ça vous explique un petit peu dans le détail, hein, mais voilà, il n'y a pas que le confort des visiteurs. Il faut aussi adapter toutes ces nouvelles pensées vis-à-vis des collections et de leur conservation. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment s'interroger sur on va dire, la conception non seulement du bâtiment, et des équipements techniques derrière qui vont gérer l'environnement de conservation. Voilà, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, et comment faire en sorte que le bâtiment, ce soit lui qui apporte la plus grande pierre, plus que les équipements techniques. En tout cas, c'est le vrai challenge pour l'avenir, ça. Là, c'était juste pour un petit point d'actualité par rapport aux circulaires. Pour certaines qui existent depuis quelques années, mais cet été, il en est ressorti des nouvelles avec les fameux, vraiment mettre en application les fameux 19 degrés ou ne pas mettre en route la climatisation à partir de 26 degrés à l'intérieur. Donc voilà, ça c'était un petit peu la question de cet été. Et puis la sobriété énergétique, c'est aussi... on va y revenir, l'interrogation sur, avec l'actualité, le contexte politique actuel, avec l'épée de Damoclès qu'on nous a fait suspendre au-dessus de nos têtes avec les ruptures en approvisionnement en énergie. Le gaz, l'électricité, pour ne citer que les deux principales. Et qu'est-ce que je veux dire? Ensuite, là, on change totalement de domaine, mais toujours en restant dans la réglementation. Vous avez ici quelques informations sur les biocides et notamment la problématique de l'azote. Et normalement, autant que je sache, il y a une nouvelle dérogation qui est en cours d'examen au niveau du ministère de la Culture, puisque la précédente va bientôt se terminer. Il y a aussi quelque chose sur le certi biocide qui consiste à ce que les personnels passent cette certification pour avoir le droit d'utiliser un certain nombre de produits et de les manipuler. Donc ça, vous avez les références, les sites et tout et tout. Je continue de descendre. Ensuite, il y a eu un gros travail de fait ces derniers temps sur la sécurité incendie. Bon, il y a eu l'incendie Notre-Dame, mais ça n'empêche qu'il y a eu un énorme travail de fait. On va voir jusqu'où avec les fiches. Mais sachez qu'il y a
cette création de conseiller municipal incendie, je suppose, pour aider les institutions locales à travailler sur ce sujet. Et puis, il y a un énorme travail fait au niveau du plan d'action pour les cathédrales. Avec, vous allez voir là, ici, un déroulé d'un petit peu de tous les thèmes qui sont abordés. Alors, je vais descendre avec plusieurs chapitres, vous allez voir. Donc, c'est assez complet, un travail assez colossal et qui va pouvoir être consultable ou qui l'est déjà. Voilà. Je suis désolée de passer un petit peu vite, mais sinon, je ne tiendrai jamais les 10 minutes. Hein. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi il sonne, mon téléphone. Bon, OK. Il est un petit peu perturbé. Alors, là, il y a une petite chose sur la loi d'ITESOC. Alors là, je ne la connais pas vraiment, donc je ne pourrais pas vraiment vous en parler. Mais sachez, pour ceux que ça intéresse, entre les liens entre usagers et administration pour avoir le droit à l'erreur, je crois. Donc, s'il y en a que ça intéresse ou qui sont concernés, ils peuvent aller regarder sur le site. Oh, décidément, j'ai une souris qui est un peu... Est-ce que ça change, ça? Oh là 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 là. C'est pas très cool, hein? Donc, il y a ensuite une autre réglementation sur la gestion des collections de fonds avec la déconcentration. Et ensuite, nous allons passer à un gros morceau qui est la normalisation. Et donc, dans la normalisation, je vais essayer de voir si je peux repasser sur mon autre pour faire quelques petits rappels. Voilà. Alors du coup, ouais, si je passe en je suis désolée, je ne vais pas passer en diaporama parce que si je reviens à l'autre, ça va être compliqué. C'est juste pour vous rappeler que la conservation des biens culturels, la normalisation en Europe existe depuis 2004 et au jour d'aujourd'hui, il y a un peu plus de 30 normes de publiées. Et il faut savoir que c'est assez récent, depuis 2019, normalement, le panel de normes éditées sont consultables en DRAC et au ministère de la Culture via l'outil Cobase. Et normalement, autant que je me rappelle, au C2RMF, il y avait aussi un jeu papier des normes publiées. Alors du coup, c'est ce package a quelques années, mais ça vous donne au moins déjà le nom des normes qui ont été publiées. Donc, pour les normes, elles sont juste réparties en 4 grands thèmes. La documentation, tout ce qui est test et méthode de mesure, une qui concerne le traitement, donc plus lié à la restauration, et enfin une dernière partie qui est liée à la gestion des collections. Donc, on a un certain nombre de normes dans chacune de ces grandes catégories. Ce qu'il faut savoir, c'est que les normes, une fois qu'elles sont publiées, normalement, elles sont censées être revues tous les 5 ans pour savoir si on a besoin de les modifier ou pas. Et ensuite, il y a aussi des sujets qui vont voir le jour. Donc, c'est un peu sur ces 3 grands axes qu'on va aller maintenant. Donc, ça, c'est les normes en cours. Alors, elles ont toutes un petit numéro, je suis désolée. Mais vous pouvez voir qu'il y en a un certain nombre et qui concernent plein de domaines très différents. Donc, il y en a un qui va être un projet là, qui est plutôt sur la documentation, sur le contrôle qualité de traitement de conservation. Il y en a sur la représentation graphique de l'état de conservation des biens. Il y en a pas mal pour l'archéologie aussi. On voit qu'il y a une norme sur le dessalement,
la caractérisation des bois archéologiques, la représentation aussi des états, les codes graphiques, mais c'est pas la même que l'autre au-dessus, je suis désolée. Et enfin, une sur le management du patrimoine culturel. Donc, je vous ai mis en violet un petit peu l'état où elles en sont, puisqu'elles sont en cours. Et il y en a plusieurs qui sont presque prêtes à la publication. Ah oui, je suis désolée. Alors, en tout cas, voilà, il y a des fiches qui sont publiées, mais vous avez ici la liste de celles qui sont en cours de révision. Donc, pendant cette période un peu spécifique, c'est l'ancienne version qui est toujours valable jusqu'à publication de la nouvelle révision, mais ça peut prendre plusieurs mois ou 1 ou 2 ans. Donc, il ne faut pas être pressé. Et là, vous avez quelques-unes des publications tout à fait récentes. En archéologie, une méthode de test à l'éponge et puis les structures en bois du patrimoine. Et ça aussi, c'est encore des révisions en cours, les principes d'emballage et de transport, la mesure de l'humidité dans les matériaux hygroscopiques, et puis encore quelque chose sur les bois gorgés d'eau. Alors, bon, ça, vous avez les nouveaux sujets que vous pouvez retrouver et sur lesquels peut-être on va avoir besoin d'experts pour aller travailler sur ces sujets-là. Et puis là, c'est pour vous dire toutes les fiches qui ont été publiées, retravaillées. Donc, c'est des nouvelles fiches de la MISA, de la mission de la sûreté et sécurité du ministère de la Culture. Donc, un gros travail sur, sur l'incendie, avec 13 fiches, je crois me souvenir. Il y a eu 4 nouvelles fiches pour la sûreté aussi, dans les musées et les monuments historiques. Maintenant, pour les fiches, ça c'est celle du SMF avec le PSC, le projet scientifique et culturel, le parcours des collections, qu'est-ce qu'une vitrine, l'accessibilité, le plan de conservation préventive et notamment le plan de sauvegarde des biens culturels par le C2RMF et bien d'autres. Donc tout ça, c'est accessible par le portail du ministère de la Culture. Et je suis désolée de revenir un petit peu. Voilà, ça, c'est toutes les fiches qui sont soit pour les premières en haut, elles sont rédigées, elles attendent que le feu vert de la chef de service des musées de France pour que ce soit publié. Et puis en dessous, ici, là, les 3 nouvelles en devenir pour voir quelles actions on peut du court terme à long terme pour leur publication. Il va y avoir aussi une fiche sur les climats extrêmes, puisque la ville de Paris a posé la question que vont devenir les musées s'il fait 50 degrés dehors. Voilà. Je suis désolée. Il y avait beaucoup de choses à dire. En tout cas, bonne lecture. Comment est-ce que j'ai on peut prendre 1 minute pour s'il y a une question, pas de souci. D'ailleurs, en ligne, on nous avait demandé s'il serait possible d'avoir accès aux documents support des présentations. Je pense que pour la vôtre, ce serait vraiment génial. Donc, si parce on qu'on peut pas aux intervenants s'ils sont d'accord. Ouais. Et voilà. Et si... Ah. Pour toutes les communications. Bon, moi j'avais juste une question pour, sur la présentation de la bibliothèque et du fonds. Je voulais savoir les thèses et les mémoires en conservation préventive, de quelles universités ou centres de recherche elles émanaient? Alors, je ne peux pas vous les dire parce que je n'ai pas en tête, mais de toute façon, ces thèses correspondent à... comment dirais-je, ce sont des thèses qui ont été suivies obligatoirement par quelqu'un, par un ingénieur qui travaille chez nous. Donc le point d'entrée, c'est celui-ci. On ne récupère pas toutes les thèses, mais uniquement si l'ingénieur un ingénieur du C2RMF a travaillé sur cette thématique.
Maintenant, ça couvre effectivement toutes les structures avec lesquelles on a des partenariats ou pas, en fait. Et ça, ça fait partie des recherches que je peux effectuer. Et puis, un listing, effectivement, des universités avec lesquelles on travaille. Et je sais qu'on a eu de mémoire, on a des thèses de Paris 1, on a des thèses pour les États-Unis, bien sûr, mais aussi d'universités de province. Je ne saurais pas vous dire lesquelles. Mais ce n'est pas uniquement sur Paris et les États-Unis. Merci. On va laisser la parole à Jocelyn Périlla et Marussia Duranton. Tu veux faire l'introduction? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça a l'air de marcher. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Marussia Duranton. Je suis physico-chimiste de formation. J'ai travaillé dans un certain nombre de laboratoires dédiés à la conservation du patrimoine. Notamment, j'ai passé 10 ans au laboratoire de recherche de l'Institut national du patrimoine. Et j'ai rejoint, il y a maintenant un an et demi, l'équipe du DCP au C2RMF. Donc moi, je fais partie de l'équipe mission, ou l'équipe, comment on l'appelle, l'équipe conseil. Et donc mes missions, c'est comme mes collègues, apporter conseil et assistance aux 1220 musées de France, mais de par mon profil, je suis là aussi pour essayer de développer la recherche appliquée en conservation préventive. Donc aujourd'hui, je vais très rapidement essayer de vous présenter 3 projets qui sont en cours au sein du département. Je ne pourrai malheureusement pas vous montrer des résultats, parce que c'est vraiment de la recherche en cours, mais vous montrer un petit peu la démarche, vous parler aussi des contraintes pratiques. Et ce qui était intéressant de vous préciser avant de vous les présenter, c'est qu'on essaye vraiment de faire en sorte, quitte à passer du temps sur des problématiques de conservation préventive, que ces problématiques viennent du terrain, viennent des musées, des collections. Donc on est vraiment ouvert si vous avez des idées ou des envies de collaboration, n'hésitez pas aussi pour ces questions-là. L'objectif aussi de ces projets de recherche, c'est d'essayer, la recherche ça prend du temps, mais on essaye de ne pas mener des projets de recherche fondamentales, mais vraiment des choses appliquées pour essayer, in fine, quand on a des résultats, des conclusions, de produire que ce soit des outils pratiques, des fiches pratiques à destination des collections, à diffuser le plus largement possible sur les sites institutionnels, etc. Voilà. Donc je vais commencer par le premier projet, le projet intitulé Interaction. Son objectif, c'est la mise en évidence des interactions physico-chimiques qui peut potentiellement exister entre les matériaux synthétiques constitutifs des œuvres d'art et les matériaux utilisés pour le conditionnement. C'est un projet qu'on mène donc en interne au sein du C2RMF. Il y a le DCP, mais il y a également le département de la recherche. On travaille avec Nathalie Balcar sur le sujet. Et on travaille en collaboration avec le Centre Pompidou, 2 restauratrices objets du Centre Pompidou, Lucille Royan et Juliette Dignat. Pour se mener cette première, ces prémices de projet de recherche, on a obtenu un financement de la part de la Fondation des sciences du patrimoine, un financement pour un stage de 6 mois. Et c'est Chloé Brun, une stagiaire plutôt profil histoire de l'art, qui nous a rejoints et qui a passé l'année dernière 6 mois au sein du département. Juste pour revenir un petit peu en arrière, cette problématique et pourquoi on a eu envie de se concentrer sur ce sujet-là, ça a émané des journées qu'on a organisées depuis quelques années maintenant, c'est les journées plastiques. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc il y a eu l'édition acétate de cellulose, polyuréthane, PVC. Petit teasing, la prochaine aura lieu cette année. Vous êtes les premiers à le savoir. Ça sera à l'automne 2023 et la thématique, ça sera les élastomères. Voilà. Ces journées, elles ont toujours le même format. On essaye vraiment, à l'échelle d'une journée, de rassembler tous les professionnels qui sont confrontés à ce type de matériaux. Et on essaye de garder vraiment un temps d'échange assez conséquent pour que la salle puisse interagir avec les intervenants. Et on a constaté qu'il y avait énormément de questions sur l'aspect conservation préventive de ces types de collections et beaucoup de retours d'expérience sur des interactions entre matériaux de conditionnement et ce type de collection. Et il était un petit peu trop tôt pour se dire est-ce que ce sont des cas isolés ou est-ce qu'on a vraiment des tendances et des interactions entre des combinaisons de matériaux qu'il ne faut absolument pas reproduire au sein des collections. C'est ça qu'on a voulu essayer de mettre en évidence pendant ce stage.
Donc, comment ce stage s'est organisé? On l'a divisé en 2 axes. On a un axe que Chloé a mené brillamment, un axe bibliographie et d'enquête. Donc, en fait, on a essayé de chercher toutes les sources qui parlaient déjà d'une combinaison de matériaux. On a aussi fait un questionnaire. Donc, si vous y avez répondu, je vous remercie. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais ça nous a bien aidé. On a eu un nombre de réponses assez important. Et on a aussi réalisé un travail d'enquête auprès d'institutions dans lesquelles on savait qu'il y avait des exemples d'interactions un petit peu problématiques. Autre aspect, on a mené à l'échelle du laboratoire un axe expérimental. On a voulu, à l'échelle du laboratoire, essayer de revérifier, d'essayer de mettre en évidence ces phénomènes de dégradation observés à l'échelle des collections. Donc, je vous présente la sélection des matériaux pour cette étude. Donc, du côté des matériaux synthétiques, on a choisi un caoutchouc naturel, un PVC plastifié, un acétate de cellulose mais en plaque, pas du tout en film, parce qu'on s'est dit que les films, c'est encore une autre problématique. On est resté sur la problématique objet et on n'est pas parti sur le côté art graphique, photo, etc. Et on a également sélectionné un polyuréthane élastomère en plaque un petit peu souple. Du côté des matériaux de conditionnement, on a pris les plus connus, ceux qu'on utilise tous, le Tyvek, la mousse Plastazote, le Melinex, le papier de soie, le Bondina, et on a également inséré un papier de chanvre. Parce que ce que je n'ai pas dit en introduction, c'est que c'est vrai que toutes les problématiques qu'on veut traiter actuellement, on souhaite qu'elles émanent du terrain, des musées, etc. Mais je pense qu'elles vont de toute façon, toutes de près ou de loin, se concentrer maintenant sur une thématique qui nous intéresse tous, la problématique du développement durable et de la sobriété énergétique. Donc, quitte à mettre en évidence des interactions problématiques entre des matériaux synthétiques et les matériaux de conditionnement qu'on utilise tous les jours, mais on sait que ces matériaux de conditionnement, à un moment, va peut-être falloir se positionner pour les remplacer. C'était l'occasion d'en insérer un sur lequel on avait des potentiels bons retours et voir un petit peu comment, en tout cas, il se comportait sur cette sélection de matériaux synthétiques. Voilà, c'était pour avoir des premières tendances. Ces matériaux, toutes les combinaisons ont été mises en sandwich, en contact, et ensuite ont été vieillis. Donc, pour ceux qui connaissent, on s'est inspiré du vieillissement du test d'Audi. Donc, c'est-à-dire qu'on les a mis en contact et on leur a fait subir 90% d'humidité relative et 60 degrés pendant 28 jours. Ce qu'on cherche à faire là, c'est vraiment à dégrader la matière, à se mettre dans le cas le plus grave, le plus néfaste, et voir si dans ce cas-là, déjà, il se passe des choses ou pas. C'est ça, en fait, notre première piste. Et donc, les résultats, je ne peux pas vous les présenter, mais ça va se présenter un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'à la fin de son stage, Chloé a tout croisé. Les éléments récupérés en bibliographie, les éléments récupérés à vos réponses au questionnaire, les éléments issus du travail d'enquête et les résultats des vieillissements. Et si, dans tous les cas, on a une dégradation, là, on sera en mesure de dire... il se passe quelque chose. Si par contre, il n'y a aucune des sources qui met en évidence une interaction, on sera en mesure de dire, ça a l'air de bien fonctionner. On a encore, pour la suite de ce projet, un gros travail justement de croisement des résultats. Il faut qu'on reprenne les résultats avec Nathalie Balcar, qu'on affine un petit peu ça. Mais par contre, on présentera ces résultats lors d'un séminaire. Les séminaires du vendredi matin, ils sont ouverts au public, les séminaires. Oui. Les séminaires du vendredi matin au C2RMF, il y a un des séminaires qui sera consacré à cette étude et on présentera les résultats, c'est le 14 avril. Vous êtes les bienvenus. Et selon les tendances qu'on va trouver, les résultats qu'on va trouver, ah ouais, ça va être compliqué. Selon les résultats qu'on va trouver, on va essayer de trouver de nouveaux financements pour aller plus loin sur cette étude. Donc, je n'ai plus du tout de temps, je vais aller très vite, mais je vais vous les présenter quand même. Je voulais vous parler d'un deuxième sujet, le projet COV. Là, je travaille en partenariat avec le laboratoire scientifique et technique de la BNF. On travaille avec Valentin Rottier, qui est présent dans la salle aujourd'hui. Et on a décidé de se concentrer sur le suivi de l'évaluation des COV émis par les peintures utilisées en contexte muséal. C'est un sujet bien connu, je pense que vous connaissez tous. On sait que quand on met en place des vitrines dans les musées dans des temps contraints, pour des expositions temporaires ou même des expositions permanentes, on peut être amené, selon les musées, on peut être amené à concevoir nous-mêmes notre vitrine rapidement. Il faut penser déjà à plein de choses. On l'a vu pour ceux qui ont fait les visites, les compartiments techniques, d'exposition, etc. Et puis souvent, pour caler sur la scénographie, on utilise certains types de peintures qui peuvent dégager des COV.
C'est bien connu, hein, la problématique des COV et de ces peintures. On sait qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, notamment le temps de séchage. Monsieur Jean Tétrault de l'ICC préconise 2 mois de séchage, qui peuvent être réduits à 1 mois. On sait très bien que c'est pas possible, enfin qu'en général on n'y arrive pas. Donc il y a cette question-là. Il y a la question des labels aussi. Est-ce qu'une peinture qui a un label, ça nous garantit une faible émission de COV ou pas? La question de la concentration en COV qui est marquée sur les étiquettes, sur les fiches techniques des peintures. Et également, faut aussi faire attention à la composition parce que ça peut nous donner une indication. Notre objectif là avec Valentin, c'est de produire une petite fiche pratique pour essayer de s'y retrouver dans tous ces paramètres, que tout soit condensé au même endroit et essayer de suivre un petit peu et d'essayer, parce que c'est toujours pareil, hein, conservation préventive, c'est une sorte de compromis, mais d'essayer de faire au mieux avec les moyens et le quotidien. Et donc pour ça, on a eu la chance d'avoir une stagiaire pendant 2 mois, 2 mois et demi, qui s'appelle Claudia Fondé. Et pour produire cette fiche pratique, on voulait quand même faire un petit peu des expérimentations, refaire des courbes, remettre en évidence des choses. Donc pour ça, il nous fallait un protocole de mesure. Donc, Claudia a mis en place ce protocole. On a utilisé un équipement qui s'appelle un PID RAE. C'est un appareil, c'est un détecteur à photoionisation qui nous permet de détecter des COV, des concentrations en COV et de descendre à l'échelle du ppb. Donc finalement, on n'a pas eu de trop de ces 2 mois de stage pour élaborer le protocole. On va appliquer ces peintures sur des lames en verre pour avoir un support inerte, mais on n'a pas eu le temps de passer des peintures. Voilà, on a juste le protocole de mesure. Donc la suite, c'est, on croise fort les doigts, normalement cette année on aura un stage de 6 mois, un profil plutôt physico-chimiste, et là on va essayer de passer toute une batterie de peintures. Vous allez peut-être recevoir un énième questionnaire pour vous demander à quelle peinture vous avez été confronté pendant... Merci. Oh, ça va. À quelle peinture vous avez été confronté pendant vos travaux, etc. Pour essayer de passer le plus large des panels possibles et essayer de produire cette fiche pratique. Bien sûr, dans la fiche, on ne va pas vous conseiller une marque plus qu'une autre, mais plus essayer un côté un peu didactique, quoi. Voilà. Dernier projet. Le projet Silica Gel, juste pour vous dire qu'ici en interne, on travaille aussi sur ce type de matériaux. On a un grand expert qui est juste ici et moi je travaille sur la question aussi depuis un petit moment et on travaille sur 2 axes différents en partenariat également avec le CRCC ou le Fab Elage du CRCC et un restaurateur indépendant, un restaurateur de sculpture, Alexandre Bonnet. Je vais très vite, je suis désolée, mais donc on travaille sur un axe, c'est l'optimisation du protocole de conditionnement du Silica Gel M. Je ne sais pas si vous connaissez ce Silica Gel, c'est un Silica Gel qui est efficace, mais à des plages d'humidité relative assez hautes, donc qui peut servir pour des conditionnements spécifiques, par exemple des objets en sortie de fouille. C'est un produit et un système qui marche très bien, mais c'est toujours très compliqué à réaliser comme conditionnement. On sait que pour conditionner du silica gel, il faut lui faire absorber une certaine quantité d'eau, mais ça prend beaucoup de temps, ça prend de la place, enfin voilà. On n'a pas souvent le temps de le faire. Et en fait, on est en train de développer une méthode pour verser de l'eau directement sur ce silica gel. Enfin, développer, elle existe déjà, mais là aussi, produire une fiche pratique pour que tout le monde puisse avoir sa petite notice d'utilisation et gagner du temps quand on a besoin d'avoir du silica gel à haut pourcentage d'humidité relative. Voilà, j'avais fait une petite animation, on va s'en passer. Et donc voilà, donc normalement en 2023, on sera en mesure de publier cette petite fiche pratique, donc ça sera déjà ça. Deuxième axe, on essaye aussi ensemble d'élaborer un outil de calcul automatisé pour la quantité de silica gel, oui, dans les vitrines, et un outil qui prendrait en compte la fameuse, celle qu'on aime, formule de monsieur Jean Tétrault, qui prend plein de paramètres en compte et certains qui sont très difficiles à trouver. Donc là, on avance pas à pas pour essayer de rendre un petit peu automatique cette question et de vous proposer une plateforme, enfin une interface pour l'outil de calcul. Et là, j'ai mis un exemple, c'est un exemple de la FAIC, qui a créé une interface pour le calcul le carbone calculator pour calculer son empreinte carbone. On voudrait faire la même chose pour le silica gel. Voilà, je passe la parole à Jocelyn, excusez-moi d'avoir dépassé. Du coup, cette intervention-là qu'on vous propose avec Marussia aussi, de montrer les différentes ressources qu'on a mises en ligne au département de la conservation préventive depuis 2020.
Donc, effectivement, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, les missions du département de la conservation préventive est de concevoir et de publier, de diffuser des ressources de façon à bénéficier au plus grand nombre d'institutions patrimoniales, musées mais pas que, qui sont accessibles gratuitement sur le site internet du C2RMF, dans la rubrique fiches techniques, professionnelles fiches techniques. Donc là, l'idée de cette présentation serait justement d'évoquer avec vous les nouvelles ressources qui ont été mises en ligne entre fin 2020 jusqu'à novembre 2022 à travers 4 thématiques, puisque 4 thématiques ont été abordées pour ces fiches et qui ont été dictées justement par l'actualité, soit d'un côté de l'actualité, ou soit d'un autre côté par le nombre de missions et de thématiques de missions auxquelles on a été confronté au sein de la cellule conseil du DCP. Donc d'abord, par rapport à la thématique liée au plan de sauvegarde, qui était une grande thématique, quel est le contexte qui nous a incité justement à développer des ressources en ligne? La première, celle qu'on connaît à l'origine, c'est la fameuse note de la Direction générale des patrimoines de juin 2016, qui rend le PSBC, le fameux plan de sauvegarde des biens culturels, comme priorité du ministère de la Culture. Mais beaucoup plus récemment, on a tous en tête le sinistre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour lequel, à la suite duquel, le ministère de l'Intérieur a enjoint les services de secours à se rapprocher de toutes les institutions patrimoniales pour justement développer ce fameux PSBC, de les accompagner dans l'élaboration de ce document. Ce qui trouvait une résonance avec le programme que mettait en place Marie Courcelot depuis la fin 2018 concernant la réalisation par le DCP d'ateliers qui devaient accompagner les établissements à formaliser leur PSBC. Comme vous pouvez le voir ici, la première séance a eu lieu à peine un mois et demi après le sinistre de Notre-Dame. Donc, par rapport à ce contexte-là, différentes ressources ont été développées. Donc, d'abord, une série de 5 fiches mémentos très succinctes pour aider et guider la formalisation du PSBC. Deuxième outil, et cette fois, ce n'était plus une fiche, mais ce qu'on voulait, ce qu'a créé Marie, c'était vraiment un outil PowerPoint de façon à permettre aux établissements de pouvoir modifier, d'intégrer des informations, d'intégrer des photos, de pouvoir déplacer des icônes, de façon à rendre l'outil le plus adaptable possible à la situation. Un autre outil aussi, qui est celui d'un Excel d'automatisation. Donc cet Excel-là permet, après l'insertion des données liées aux différentes œuvres, avoir une hiérarchisation automatisée de la priorisation de ces œuvres-là, mais également de façon automatique d'avoir des fiches de priorité et également d'avoir une cartographie dynamique de la localisation de ces œuvres à évacuer en priorité. Donc des outils, des fiches, mais également, et nous remercions également Marie-Pascale Faux pour la rédaction, mais également Émilie Sonck, qui est une co-autrice de ces 4 fiches. Donc une série de 4 fiches pratiques qui, cette fois, vont orienter l'action à mener en place lors du déclenchement du PSBC. Donc cela pendant et après le sinistre, qui peut concerner aussi bien l'organisation des équipes comme la veille sanitaire à mener post-sinistre. Mais j'allais dire, entre guillemets, notre best-seller est sorti en octobre, à l'automne 2022, donc co-rédigé par Marie Courcelot, Pascal Faux, Laura Housset et Juliette Rémy, qui est en fait un manuel complet pour accompagner étape par étape la rédaction du PSBC. Effectivement, 700 téléchargements en l'espace de 2 mois, c'était effectivement un très très bon score. Deuxième thématique, qui est celle du climat. Donc bien évidemment, on a tous en tête le plan, enfin du moins l'annonce du gouvernement sur le plan de sobriété énergétique d'octobre 2022, qui en fait aussi incite les musées ou les établissements patrimoniaux à avoir une meilleure conscience de leur propre, avoir besoin de bien connaître leur propre climat, de façon à savoir quelle est la part d'adaptabilité qu'ils peuvent avoir sur la gestion de leur climat. Mais aussi, avant même cela, on avait aussi, en 2020, le contexte pandémique lié à la Covid, qui en fait aussi a entraîné, ou du moins qui s'est traduit par une surexploitation de tous les équipements de type centrale de traitement d'air, qui ont été sursollicités parce qu'il fallait renouveler de façon beaucoup plus optimale, de plus intensif, le renouvellement d'air. Ce qui fait qu'à force de renouveler l'air, derrière, le traitement en température, en hygrométrie ne pouvait pas suivre. Ce qui fait que ça a entraîné souvent soit des désordres climatiques, des fluctuations, voire même carrément des pannes. C'est pour ça qu'au sein de la cellule
la cellule conseil, on a été souvent sollicité pour donner un avis, soit pour faire des études climatiques ou pour vous donner un avis suite à des désordres climatiques, voire des pannes. D'où la réalisation de deux ressources. Une première ressource en 2021 qui permet justement de recenser les informations contextuelles pour aider à faire cette étude climatique, suivie d'un outil. Donc là, alors que le précédent, c'était une fiche, là, c'est vraiment un outil Excel qui s'appelle Climatrice, qu'on a baptisé en tout cas Climatrice, qui permet, en injectant les données brutes, d'automatiser une étude statistique avec des facteurs de performance, donc qui déterminent, qui qualifient la stabilité, et derrière aussi avoir des graphiques autogénérés de façon aussi à pouvoir synthétiser l'étude climatique, et ce qui permet justement en écho avec la fiche qui recense les différents éléments contextuels de pouvoir aboutir à un diagnostic et à des conclusions quant aux performances climatiques et au moins les points à améliorer. Troisième thématique, c'est celle des infestations et des contaminations. Et du coup, ça va effectivement refaire écho avec la présentation de Soline de ce matin, puisque suite, comme on l'a évoqué par rapport à la pandémie liée au Covid, il y a eu le confinement. Et le fameux confinement, comme l'a dit Soline ce matin, ça a aussi entraîné des développements, puisque les développement d'insectes, des proliférations d'insectes, puisque étant au calme, avec l'absence de personnel ou l'absence de public, ou du moins les insectes avaient une grande latitude pour pouvoir se développer. Et aussi, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur les pannes des centrales de traitement d'air ou des équipements de gestion du climat, et bien forcément aussi, ça a pu générer des développements de fongiques, comme on a pu le voir. Donc ici, ce sont encore des missions qui ont été menées entre 2020 et 2022 par notre département. Du coup, 4 types de ressources ont été mises en place. En cas de fermeture liée à un confinement, une fiche synthétique pour annoter les éléments qu'on est susceptible de voir lors d'une inspection. Une fiche d'inspection également, mais cette fois vraiment véritablement dédiée aux infestations, avec des cases à cocher qui permettent de déterminer si on a vu des insectes xylophages, kératophages, avec aussi les repérer par une cartographie. Et si jamais il y a des insectes, effectivement, une fiche aussi qui permet justement de réaliser sa propre poche d'anoxie qu'on a coécrite avec François Boyer du DCP et qui présente effectivement pas à pas la façon de formaliser cette fameuse poche. Et aussi, un dernier point, et là on n'est plus sur les insectes, mais on est sur les micro-organismes, des fiches pratiques pour réaliser le prélèvement et le diagnostic des moisissures. Et il s'agit là d'une fiche rédigée par Marie Courcelot, avec en co-auteur Faisal Bousta du LRMH et Tifong Nguyen du CIEF. Et dernière thématique, beaucoup plus succincte, puisque jusqu'à présent on vous a dit qu'il y avait effectivement un contexte national, ou alors des demandes spécifiques liées à des différentes missions qu'on a pu mener. Là, c'est encore une autre ressource, enfin, c'est un autre type de demande. C'est une demande spécifique du master de conservation préventive de Paris 1, donc Claire Bételu, qui nous a sollicité avec l'équipe de régie, avec la cellule de régie, faire un cours introductif sur les risques liés à des mouvements, si bien que par rapport à ce cours-là, on a élaboré on a en tout cas créé deux ressources avec Julie Roland, 2 ressources en ligne, donc une qui a une grille décisionnelle pour choisir au mieux les gants, et une deuxième ressource avec Julie qui concerne un arbre décisionnel, cette fois, pour désigner la position et le mode de calage le plus adapté par rapport à un objet qu'on souhaite conditionner pour un déplacement. Et donc pour conclure, là vous avez une visibilité. Donc là on souhaite remercier Naïli Even qui a pu justement nous fournir ces statistiques de téléchargement. Et là très clairement on voit par rapport au nombre de téléchargements qu'il y avait vraiment un besoin en termes de gestion, sur la thématique des plans de sauvegarde. Suit aussi les infestations, comme on l'a vu avec Soline ce matin. Effectivement ces dernières années il y a eu beaucoup de problèmes liés aux infestations et aux contaminations. Si bien qu'aussi, on continue aussi à développer d'autres ressources, si bien qu'au premier semestre 2023, différentes thématiques vont également être mises en ligne, à savoir capteurs climatiques, comment les choisir et comment les utiliser. Un nouveau module de la climatrice qui va vous permettre de comparer différents espaces entre eux, de façon automatisée toujours, et également des pistes actionnelles lorsqu'on constatera une contamination fongique. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça nous laisse 5 minutes pour des questions. Alors, je vais revenir peut-être à une question sur l'intervention précédente.
Pardon, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt une remarque sur les normes. Donc Tiffy Nguyen, SIAF. On parle beaucoup des normes, mais comment est-ce qu'on fait pour accéder aux normes? Ça, c'est la grosse question, puisqu'elles sont payantes, évidemment. Alors, petit truc, hein, pour ceux qui ne savent pas, le ministère de la Culture a établi une convention avec l'AFNOR, et toutes les personnes qui ont une adresse en culture.gouv.fr peuvent avoir accès aux normes conservation-restauration gratuitement. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Un grand merci pour cette précision. Et est-ce qu'on aurait des questions sur l'intervention qui vient d'avoir lieu? Sinon, en ligne. Si Guillaume Delafont veut bien, j'ai une question sur l'intervention de ce matin. De Delphine Bastet, qui est responsable des biens mobiliers d'Aix-en-Provence, qui se demandait s'il est envisagé d'étendre la formation que vous mettez en place à d'autres édifices que les cathédrales. Puisque je pense qu'elle est en charge de biens mobiliers religieux. Alors malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre en place ma formation dans les cathédrales, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Après, je pense que c'est effectivement une formation qui peut être dupliquée et adaptée à d'autres besoins. Donc, elle est dans quel type d'institution? Elle est à la municipalité d'Aix-en-Provence, donc je pense qu'on va l'inciter à contacter Guillaume directement. Oui, je pense que c'est envisageable en tout cas. Et autrement, si... Eh ben, j'ai plus... ouais. Alors du coup, c'est l'heure d'une intervention qui va se dérouler à distance. Voilà, donc c'est l'intervention de Charlotte Doyen avec la contribution d'Adeline Rossian, une étude de cas. Charlotte Doyen est en Belgique, donc elle est connectée en ce moment même si vous avez besoin de poser des questions, mais son intervention est enregistrée pour que ce soit plus sûr au niveau diffusion. Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier les organisateurs de cette journée imprévue pour leur invitation à faire cette présentation, et je voulais également préciser que la présentation que je vais vous faire aujourd'hui est le fruit d'un travail de collaboration avec ma collègue Adeline Rossian. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est donc une étude de cas de l'utilisation que nous faisons au musée de la photographie à Charleroi de l'outil Climatrice, donc développé par la cellule conservation préventive du C2RMF. Avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, je voulais d'abord vous présenter plus en détail l'institution dans laquelle nous travaillons, afin que vous compreniez un petit peu mieux les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Donc le musée de la photographie à Charleroi est situé en Belgique. Dans notre collection, nous avons plus de 100 000 images positives, 1,5 million de négatifs, 5 000 appareils photographiques et 15 000 ouvrages dans notre centre de documentation. Le musée a environ 2800 m² d'exposition proposée à ses visiteurs. Nous avons à la fois une collection permanente et une collection, des expositions temporaires. Et ces expositions temporaires, nous en avons 3 cycles par an, avec 3 espaces principaux pour les expositions. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'entrée principale du musée. Alors, pourquoi des mesures climatiques au musée de la photographie? La question, elle est forcément un peu naïve. Donc forcément, comme dans d'autres musées, nous sommes confrontés à ces questions climatiques. Et nous avons donc
nous avons donc ajouté des datalogueurs, des enregistreurs de données climatiques dans nos salles d'exposition en 2017 pour, dans un premier temps, comprendre comment fonctionnait le bâtiment en termes de climat. Dans un second temps, forcément, c'était l'action qu'on pouvait engendrer par rapport à ce climat s'il était instable ou pour avoir donc une surveillance. Et dans un deuxième temps, nous avons également installé donc des enregistreurs de données climatiques au sein de nos espaces d'exposition temporaires afin de fournir ces données à nos prêteurs potentiels pour donc des expositions temporaires. Alors, par rapport au bâtiment dans lequel nous travaillons, donc comme vous le voyez sur cette photo, comme vous l'avez vu aussi sur la première slide, le musée est donc installé dans un ancien Carmel qui a été construit à la fin du 19e siècle et qui a été abandonné par ses occupantes dans les années 1970. Le musée donc s'y installe donc en 1987. Est racheté par la Fédération Wallonie-Bruxelles et nous avons la jouissance du bâtiment. Donc ce que vous voyez ici, c'est la façade arrière du bâtiment du musée tel qu'il était occupé par les Carmélites, donc dans le courant du XXe siècle. Et vous avez ici une vue du musée tel qu'il est actuellement. Vous voyez qu'en fait on a une adjonction ici qui est donc une nouvelle aile qui a été construite entre 2007 et 2008. Donc on a un bâtiment qui est donc composé à la fois d'une ancienne aile en briques avec un toit qui est en charpente de bois et qui est donc un ancien bâtiment. Et puis nous avons cette nouvelle aile construite en béton avec des toits plats et comme vous pouvez le voir ici, un peu des grandes verrières. Je vous rassure, ici c'est pas nos espaces d'exposition. Dans le musée, en termes de gestion, notamment de la lumière, il faut savoir que la majorité de nos fenêtres ont été obscurcies ou donc peintes, comme vous le voyez ici, ou encore nous avons les volets qui sont fermés, ce qui fait que les photographies n'ont jamais de lumière directe du soleil. Les quelques espaces qui existent encore avec des fenêtres ouvertes vers l'extérieur sont munis de filtres UV et infrarouge. Également, il y a des détecteurs en fait, de mouvement dans toutes nos salles d'exposition permanente, ce qui permet que nos photographies sont plongées dans le noir quand il n'y a pas de visiteurs dans les salles où elles sont exposées. Ici, je vous ai mis quelques photographies de l'état du bâtiment avant les restaurations, puisqu'il y a eu une première restauration en 1995. Vous le voyez ici, c'est dans l'espace que nous appelons les chapelles, qui est un espace qui est dédié à nos expositions temporaires. Vous voyez que les travaux étaient relativement importants. Alors, plus en détail ici sur le plan du bâtiment, donc ici nous avons l'entrée du musée et ici l'espace du cloître. On a un premier étage qui couvre l'entièreté du bâtiment, tant l'ancienne partie que la nouvelle partie. Et puis on a un espace qu'on appelle la mezzanine, qui est le deuxième étage du nouveau bâtiment. Et donc ce deuxième étage, nous n'avons pas de deuxième étage dans l'ancienne partie du bâtiment, si ce n'est pour des greniers, mais donc qui n'accueillent pas de visiteurs ni d'exposition. Dans la nature des collections, c'est aussi important que vous sachiez un petit peu à la fois ce qu'on expose et ce qu'on se conserve au musée. Donc, je vous ai dit qu'on avait une partie d'exposition permanente. Cette exposition permanente retrace l'entièreté de l'histoire de la photographie. Donc, dès le premier daguerréotype jusqu'à de la photographie contemporaine et donc du tirage numérique ou de l'impression numérique également. Donc dans la nature des collections, vous avez notamment de petits objets photographiques, des daguerréotypes, comme je vous l'ai dit. Également, ce qui est le plus représentatif dans notre collection, c'est, en tout cas pour le tirage positif, des épreuves à la gélatine argentique sur papier. Dans les procédés les plus sensibles de nos collections, donc on a cette photographie très ancienne, le daguerréotype, le papier salé, également le cyanotype ou encore de la diapositive couleur ou du film négatif couleur qui sont vraiment évidemment des matériaux qui sont très sensibles. Alors, nous avons, comme je vous l'ai dit aussi, des négatifs, à la fois des négatifs sur film, mais également des négatifs sur plaque de verre. Comme vous le voyez ici, nous avons trois réserves différentes en fait au sein de notre bâtiment. Une réserve qui est dédiée donc au petit format et moyen format de positif, une réserve qui est dédiée au négatif sur film et une réserve de plus grand format
qui est dédié pour tout ce qui est très grand format photographique, plutôt donc dans de la photographie contemporaine et qui est donc encadré. Alors dans la nature des collections, nous avons, donc, comme je vous l'ai dit aussi, un centre de documentation, donc du livre et des archives papier ou du livre précieux également. Ici vous avez une vue donc, de notre bibliothèque. Et nous avons également donc, une collection d'appareils photographiques où là on a des matériaux qui peuvent être composites. Et dans nos espaces d'exposition, nous avons également un espace dédié à l'appareil photographique. Donc ici vous voyez une vue de la salle des grands formats et des grilles et qui sert également de lieu de stockage parfois pour les expositions temporaires puisque c'est quand même un espace qui est forcément un peu plus important que d'autres endroits et qui est climatisé. Ici, je vous ai mis quelques exemples du type de conditionnement de nos phototypes. Ici, pour des plaques de verre négatives et le type d'écrin qu'on peut créer en termes de conservation préventive pour ce genre d'objet. Alors, pour rentrer plus maintenant dans le vif du sujet, donc dans nos données climatiques, j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui deux espaces distincts de notre musée. Alors, le premier espace que je vais vous présenter, c'est l'espace que nous appelons donc la mezzanine, qui se situe au deuxième étage donc, du nouveau bâtiment du musée, dont je vous ai mis ici quelques vues des salles d'exposition. Donc vous voyez, ce sont quand même des espaces qui sont relativement grands, non compartimentés. Ici, on n'a effectivement pas de séparation entre les différentes pièces et salles du musée. Et l'autre espace que je vais vous présenter, c'est l'espace que nous appelons les chapelles, qui est donc dédié aux expositions temporaires, qui est situé dans l'ancienne partie du musée et qui se situe donc à cet endroit-ci. Donc je vous rappelle, l'entrée est là, le cloître est ici. Et là, vous avez quelques vues, enfin deux vues de ces espaces d'exposition. Donc vous voyez, on a quand même une très grande hauteur de plafond et sont des espaces qui sont eux aussi donc non compartimentés. Alors, donc le système de régulation climatique, on revient à la mezzanine. Je vous ai indiqué ici l'endroit où on avait nos prises de données. Donc vous voyez que pour cet espace, nous avons un seul enregistreur de climat. Donc l'entrée par l'escalier se fait ici et donc nous avons ces 5 salles qui communiquent les unes avec les autres. On a un système donc, qui est un système HVAC classique de régulation climatique qui a été installé lors de la construction de ce bâtiment en 2007 et qui a des maintenances courantes pour son utilisation. Pour les chapelles, donc l'enregistreur est placé ici. Comme vous le voyez, il est à côté d'un espace d'entrée, ce qui n'est pas l'idéal. Mais effectivement, ici, comme nous sommes dans des espaces d'exposition temporaires, on a dû choisir un espace qui n'était pas trop contraignant par rapport aux différentes scénographies qui peuvent avoir lieu dans cet espace. Et pour les chapelles, le système de régulation climatique, c'est uniquement un chauffage au sol, installé en 1995 lors de la rénovation des bâtiments du musée. Et c'est tout. Voilà. Alors, pour donc les données climatiques du premier étage, donc je vous ai remis ici pour que vous situiez un petit peu sur le plan du musée où est-ce qu'on se situe. Vous voyez que donc pour notre humidité relative, ici je vous ai mis donc les moyennes annuelles de cet espace. Donc dans les maxima, donc 61% et 12% pour les minima et 23 degrés et 14 degrés pour les minima. Je rappelle qu'ici on est normalement donc dans un espace qui est régulé automatiquement avec des normes qui sont établies et un système donc HVAC. Pour les écarts sur 24 heures, donc dans les moyennes, 3,5% d'humidité relative et 0,6 degrés. Pour les chapelles, je vous ai remis le plan ici pour que vous situiez. Donc on est à 65% d'humidité relative et 17% pour les minima, 21 degrés, 19 degrés et les mêmes écarts de température sur 24 heures et 3,1% d'humidité relative. Ce que je voulais indiquer ici pour bien vous faire comprendre aussi à quel espace on était confronté, c'est que donc vous voyez ici en fait la sortie des chapelles et la flèche orange en fait indique la porte qui mène au cloître, donc le cloître qui est le centre du Carmel, qui est donc un espace extérieur. Ces portes en fait n'ont jamais été changées
Je vous rappelle qu'on est quand même dans un bâtiment historique, même s'il n'est pas classé, on se doit quand même de respecter l'intégrité architecturale de ce bâtiment. Et donc ces portes restent des portes relativement anciennes, avec du simple vitrage, et donc un accès direct vers l'extérieur. C'est quand même important par rapport à cet espace de prendre ça en compte. Là, je vous ai juste mis nos consommations énergétiques par an, ce qui est évidemment une question centrale de ces années actuelles. Alors, par rapport à l'analyse de nos données, donc, nous faisons des relevés donc, tous les mois dans nos salles d'exposition. Alors, il est important de préciser que nos enregistreurs climatiques ne sont pas des enregistreurs qui sont sur réseau, mais qui sont des enregistreurs sur lesquels nous devons aller décharger les données sur place avec une navette, tout simplement parce qu'on n'a pas... donc, c'est le choix qui a été fait à l'époque de commander ces enregistreurs-là, et aussi parce que dans le bâtiment, nous n'avons pas un système Wi-Fi suffisant pour pouvoir capter ces données partout dans le musée. Donc on doit donc les décharger sur place, donc on fait ces relevés tous les mois, mais il y a aussi une veille constante puisqu'on a fait le choix que ces enregistreurs affichent l'humidité relative et la température donc sur leur écran, ce qui fait que ce soit les gardiens, le concierge ou évidemment en tant que conservatrice des collections, nous quand on se balade dans ces collections, on peut regarder ces données et attirer l'attention des uns des autres quand il y a éventuellement un problème climatique. Donc avant d'utiliser la climatrice, et c'est ça que je vous montre sur cette slide-ci, nous utilisions le logiciel Keylog qui est en fait vendu, fourni en tout cas en même temps que nos dataloggers qui sont de la marque Kimo. Et donc vous voyez sur un graphique ici, un exemple de graphique généré par le logiciel Keylog. Donc c'est un graphique relativement basique, mais qui nous permet une première lecture. Alors il faut reparamétrer soi-même les échelles, les données des absides et de leurs données. Mais ça fournit ce type de graphique, mais qui est très peu paramétrable pour la suite. Ce que permet par contre le logiciel Keylog, c'est l'extraction aussi des données en Excel. Et ces données en Excel, nous allons les implémenter dans la climatrice. Donc je vous ai mis ici, juste à titre comparatif, ce que génère la climatrice par mois. Donc ici, on est sur les données de la mezzanine. Au mois de février et de mars, on a eu une période de gel, en fait, quand vous voyez cette chute ici d'humidité relative, la température est restée la même, mais on est ici dans une période de ce type-là. Les variations, donc ça, c'est tous les graphes qui sont générés par la climatrice. Je vous ai remis la même chose pour la petite chapelle. Alors, ce qui est aussi important, et je profite de cette slide-ci par rapport au logiciel Keylog, de savoir par rapport à nos gestions climatiques et pourquoi en fait la climatrice nous a été bien utile, c'est que donc auparavant nous avions uniquement ces graphes générés par le logiciel Keylog, mais comme vous le voyez, c'est des graphes qui sont générés par mois. Déjà par mois, la lecture est relativement difficile par rapport à un détail par jour. Ce qui faisait que clairement nous n'avions pas de graphique annuel de nos données, et ce qu'on faisait pour faire une analyse annuelle, c'était qu'on reprenait chacun de ces graphes, on extrayait les données, et puis moi je réimplémentais tout dans un autre Excel pour réanalyser ces données et faire une synthèse écrite de ces données. Donc là ça prenait évidemment beaucoup de temps. Alors c'est sûr que donc là ce sont donc les données mensuelles de la petite chapelle. Je vous passe un petit peu sur les graphes ici. Donc ici par contre, donc on est dans les analyses annuelles fournies par la climatrice, donc là pour la mezzanine, et c'est sûr que donc là l'implémentation des données, et donc nous avons toujours, ça a été vraiment effectivement très bénéfique pour nous d'avoir ces analyses annuelles écrites et graphiques de nos données, puisque avant, comme je vous le disais, on n'avait pas accès à cette synthèse aussi claire de nos données climatiques. Et donc c'est sûr que pour communiquer notamment avec que ce soit notre direction ou pour des pouvoirs décisionnaires à un autre niveau encore pour le musée, ce type de document a été bien plus utile, enfin, en tout cas bien plus clair pour pouvoir communiquer sur ces données climatiques. Donc là je vous passe de nouveau également les analyses un peu de la climatrice, mais comme ça vous voyez un petit peu des exemples de l'analyse de nos données
par l'outil pour aller, donc là on est dans la petite chapelle, et comme ça, je vais aller directement donc aux conclusions de nos analyses de données et surtout aux propositions de changement. Donc dans la mezzanine, on s'est rendu compte à la fois par l'analyse de nos données climatiques, mais également par le ressenti en fait des gens, que ce soit le personnel du musée, les visiteurs, et puis et par exemple le concierge aussi, enfin voilà, toute personne qui se baladait dans ce bâtiment se dit mais en fait on a effectivement un problème de climat dans ce bâtiment. Les graphes ont permis de fournir effectivement les données qui allaient avec ça, et nous avons pu grâce à l'envoi de ces graphes, demander à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est donc propriétaire de ce bâtiment, de nous envoyer des ingénieurs afin qu'il y ait une analyse qui soit faite du bâtiment de la mezzanine et de toute cette nouvelle aile. La conclusion a été qu'effectivement il y avait un problème de régulation climatique dans ce bâtiment, puisqu'en fait il y a une sonde en fait, qui est placée dans une des salles de ce nouveau bâtiment. Cette sonde capte l'humidité relative et la température, et l'entièreté du bâtiment, l'air pulsé qui est donc donné dans l'entièreté du bâtiment se base sur cette sonde qui est dans une des salles du musée. Ce qui fait qu'évidemment, dans cette salle, les normes sont respectées, mais dans l'entièreté des autres salles, ce n'est pas respecté. Donc, il a été pris comme décision de changer l'intégralité du système de régulation climatique dans cette partie du musée. Donc l'appel d'offres est en cours, donc nous sommes vraiment ravis de cette décision qui a été prise, même si ça implique évidemment de grands changements. Et donc les espaces vont être compartimentés en termes de sondes climatiques, et donc nous espérons évidemment que ça puisse avoir un effet bénéfique sur la régulation climatique de ce bâtiment, et donc plus de stabilité et surtout climatique pour nos collections. En ce qui concerne les chapelles, je vous ai mis ici un graphique réalisé par Excel qui nous permettait de comparer relativement rapidement les données enregistrées dans l'espace de la petite chapelle, dont je vous ai donc présenté l'espace au cours de cette présentation, et la grande chapelle qui est donc plus éloignée de l'espace du cloître que la petite chapelle. Et donc en fait, vous voyez ici que dans les données, donc la grande chapelle c'est donc en orange et la petite chapelle en jaune. On va se concentrer sur la partie humidité relative qui est donc le plus problématique dans ces espaces. Vous voyez qu'il y a une légère différence entre les deux, et l'hypothèse qui a été mise au musée, c'est que cette différence venait du fait que la petite chapelle était directement liée et ouverte sur l'espace du cloître. En tout cas, cet espace extérieur influe clairement dans le climat et la régulation de l'humidité relative dans les salles de ces expositions temporaires. Donc il a été décidé, suite à ces graphes, aux analyses aussi fournies, donc graphiques et textuelles fournies par la climatrice, et aux conclusions qu'on en a tirées, de créer un espace de séparation entre l'espace des chapelles et l'espace du cloître par l'ajout en fait de deux portes en verre en fait entre l'espace des chapelles et l'espace du cloître. Donc seul l'avenir va nous dire effectivement si ça va être bénéfique ou non pour la régulation de l'humidité relative dans ces espaces. Pour terminer cette présentation, je voulais revenir un peu sur les inconnus ou les difficultés qu'on peut rencontrer justement au musée. Donc forcément, dans les inconnus, je viens de vous citer pour la petite chapelle, on va voir l'effet sur l'humidité relative que va avoir l'adjonction de ces portes vers l'espace du cloître. Dans les difficultés qu'on rencontre au musée, c'est comme vous l'avez vu, c'est un très grand espace avec des espaces qui sont non compartimentés, ce qui ne facilite pas forcément la régulation climatique dans ces espaces. Également, dans les inconnus, forcément, on a toute cette question énergétique, et donc si on propose par exemple des nouveaux systèmes de régulation climatique, vers quoi, quelles sont justement la consommation énergétique que cela va engendrer ou non. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne suite de conférence. Merci beaucoup.
Alors, Charlotte est normalement connectée, mais on n'a pas d'échange direct possible avec la visio. Cependant, on peut écouter des questions ou des remarques et lui transmettre. On a un petit fichier d'échange avec les auditeurs à distance, si vous le souhaitez. Ou par rapport à des interventions ultérieures. Précédente. Et sinon, vous êtes prêts pour la pause? Eh bien, on se donne rendez-vous à 4h15, si je ne me trompe pas. Ça donne un petit rab. Allez, pour échanger aussi en direct.